Bonjour, merci de nous rejoindre et d'être aussi nombreux dès cette matinée pour le début de cette nouvelle réflexion dans le cadre des Voix d'Orléans, réflexion sur le journalisme, avec cette question: est-il utile d'informer à tout prix? C'est une vraie question, d'ailleurs je pourrais vous la poser, cette question, entre parenthèses. Et nous allons nous intéresser à la difficulté de l'exercice du métier de journaliste dans ce que l'on appelle les démocratures. Les démocratures, c'est un régime très particulier qui fait florès aujourd'hui, qui se développe. C'est-à-dire que c'est un régime qui paraît être démocratique, mais qui dans les faits ne l'est pas. C'est-à-dire c'est un régime où les gens votent, mais déjà il y a des problèmes sur la validité de ces élections, et ensuite des problèmes sur ce qui se passe pendant le mandat de ceux qui ont été élus. Et pour être très précis, nous allons avoir des exemples qui vont vous expliquer très concrètement la difficulté qu'il y a de travailler quand on est journaliste dans le cadre de ces démocratures. Alors, je vais commencer par présenter Pinar Sellek. Je commence avec vous parce que vous êtes peut-être pas l'incarnation des démocratures, mais vous êtes, de par votre origine turque, je crois, représentante des souffrances, des difficultés qu'ont les journalistes et les intellectuels en général dans le régime actuel de M. Erdogan en particulier. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'université. Non, je suis maîtresse de conférence. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques. Enfin bref, vous êtes universitaire. Ouais. À l'université, vous avez eu ce diplôme à Strasbourg, non, à l'université de Strasbourg. J'ai eu le diplôme à Strasbourg, je suis à Nice maintenant. Ouais. Vous êtes spécialiste, avec le micro ça sera mieux, c'est comme à la radio. Vous êtes spécialiste donc de la Turquie. Vous avez, là, j'espère que mes informations sont bonnes, fait un mémoire de DEA sur une rue d'Istanbul très particulière. Sur les transsexuels, oui. Ouais, qui s'appelle, c'est la rue Ülker. Oui. Ülker. Oui. C'est un travail de DEA que vous avez fait en 1997, donc cette rue d'Istanbul. Et surtout... Après, j'ai fait une thèse sur les mouvements sociaux en Turquie. Et vous avez mené, c'est là que les choses se corsent, une enquête sur la diaspora kurde, sur les Kurdes, sur le mouvement kurde, sur la question kurde, qui vous ont valu quelques problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire, une arrestation et même la torture. Peut-être que vous pouvez déjà nous l'expliquer en deux mots. Maintenant ? Oui, tout de suite. On y reviendra tout à l'heure. En 1998, il y a 20 ans, j'étais une jeune chercheuse et j'ai fait une recherche sur le mouvement kurde. Et quand j'étais en train de finir ma recherche, on m'a arrêté et on m'a demandé les noms des personnes que j'ai interviewées. Donc, je n'ai pas donné les noms. J'ai été torturée gravement, comme beaucoup de personnes en Turquie. Mais c'était avant Erdogan. Et donc, je vais vous parler après que c'est une continuité du régime. Après, on m'a mis en prison. Mais la torture était assez grave, je n'ai pas pu bouger à peu près une année, même mes doigts, etc. Mais il y avait beaucoup de résistance, il y avait plein de personnes, donc on est gay toujours. Et après, je suis restée 2 ans et demi en prison, et je suis sortie, mais il y a eu des nouvelles accusations sur moi, sur terrorisme, etc., comme ça passe beaucoup en Turquie. Et j'ai un procès qui continue depuis 20 ans. Aujourd'hui, j'ai été exilée en France. Beaucoup de choses. Voilà. Alors nous aurons l'occasion d'y revenir, évidemment. Pinar, je continue mon petit, non pas tour de table, mais tour d'estrade. Et là, je vais me tourner vers une consoeur de RFI. Nous travaillons dans la même radio, RFI, Florence Maurice, qui est spécialiste de l'Afrique et qui est notre envoyée spéciale en République démocratique du Congo, envoyée spéciale permanente, correspondante en RDC. La particularité, c'est qu'elle a connu quelques déboires ces derniers mois, puisqu'elle a été expulsée pendant l'élection présidentielle qui a eu lieu à Kinshasa au début de l'année. Par bonheur, elle y retourne. Donc elle va nous expliquer, enfin, vous pouvez déjà nous l'expliquer, la difficulté qu'il y a de suivre, par exemple, une élection dans un pays. D'abord, est-ce qu'on peut qualifier la RDC de démocrature ?
Oui, je pense qu'on peut qualifier la RDC de démocrature. Ce que j'aime dire parfois, c'est qu'on est dans un théâtre de la démocratie. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout à l'origine de cette expression, mais je trouve que ça s'applique bien à ce Congo et à l'autre Congo aussi, où j'ai aussi couvert une élection présidentielle, le Congo-Brazzaville, où en fait on fait tout pour faire en sorte que ça ressemble à une élection. Mais à chaque étape du processus électoral, il y a des restrictions très fortes qui font qu'en réalité c'est un théâtre. On nous joue une parodie d'élection pour faire plaisir notamment à la communauté internationale, aux attentes qu'on a vis-à-vis de ces pays. Et donc c'est des moments effectivement de restriction des libertés publiques, et ça s'applique aussi aux journalistes. Et donc c'est dans ce cadre-là que le 31 décembre 2018, le soir de l'élection présidentielle, je me suis vue retirer mon accréditation pour pouvoir travailler au Congo parce que les résultats n'étaient pas ceux que les autorités attendaient. Donc on va y revenir dans un instant. Vous noterez la violence des décisions prises parfois. C'est-à-dire que dans quelques heures, on vous demande de quitter un pays que vous aimez, que vous connaissez bien. Donc c'est une démarche assez violente aussi dans la forme. Je continue avec Géna Lebras. Vous avez travaillé de 2014 à aujourd'hui, quasiment, en Égypte. Alors voilà, un autre exemple de démocrature, non ? Oui, totalement. Je pense que c'est assez similaire à ce que Florence expliquait. On est dans un pays qui a connu la révolution, qui a connu une certaine ouverture démocratique, et puis qui s'est complètement refermé. Mais bien sûr, encore une fois, pour la communauté internationale, voilà, pour un certain nombre de partenaires, on essaye de garder la face, de faire croire que le pays est toujours libre. Or, on est aujourd'hui dans un pays où le pouvoir est extrêmement féroce et où les libertés fondamentales sont complètement violées, évidemment pour les citoyens, pour les journalistes aussi. Alors, dernier de nos invités, je précise qu'effectivement, après notre discussion, vos questions seront les bienvenues. Nous attendons votre participation. Je pense que les propos de nos invités vont susciter chez vous de la curiosité, en tout cas. Eman Mana, bonjour. Eman. Vous êtes directeur exécutif de la fondation Samir Kassir, Centre Sky, on dit Skies, pour la liberté de la presse et de la culture. Je crois que c'est basé au Liban, non ? Oui, à Beyrouth. À Beyrouth. Vous avez été directeur exécutif du Forum mondial pour le développement des médias. Donc vous êtes un observateur et un acteur de ces questions sur ces questions de liberté de la presse et de culture. Est-ce que ce phénomène de démocrature se développe ? Oui, c'est malheureusement l'un des phénomènes les plus graves auxquels nous faisons face actuellement. C'est très lié au développement politique et sécuritaire de ces dernières années. Après la vague des soulèvements dans les différents pays arabes, il y a eu, dans une deuxième phase, l'émergence de Daesh et des actes atroces. Donc ça a remis l'agenda sécuritaire au premier plan. Et cette idée qu'il faille mieux peut-être faire confiance aux hommes forts, capables de rétablir la sécurité, quitte à accepter des restrictions à la liberté d'expression, aux libertés fondamentales, mais également à la bonne gouvernance au niveau de la corruption. Donc c'est une sorte de chantage que jouent les hommes forts du Moyen-Orient, du bassin méditerranéen, de dire soit vous faites pression sur nous pour que nous soyons plus démocratiques, mais vous devez en payer le prix par plus de problèmes de sécurité, ou bien vous nous donnez les coups des franches pour faire ce qu'on veut. Et malheureusement, également avec la crise des réfugiés en Europe, il y a eu également l'émergence de plusieurs régimes ou de plusieurs gouvernements en Europe qui tentent un peu de faire l'écho de ce type de gouvernement. Malheureusement, si l'Europe est atteinte de cette maladie, je pense que c'est symptomatique d'un mal plus grave partout dans le monde. Oui, parce que je ne voudrais pas que l'on croie que cette question de démocrature se limite à une région du monde en particulier. Si je prends par exemple le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, bon, déjà je note que la Turquie est à la 157e place sur 180, ça en dit long. Mais il y a également la Chine qui est en bas de classement, la Russie, le Venezuela, la Hongrie en Europe. Il y a plein de pays. Il y a un signe d'espoir en ce moment même, c'est l'Algérie qui commence à bouger, enfin qui bouge, et dont la presse participe activement au mouvement, au changement, à la révolution dans ce pays. Est-ce que je peux réagir à quelque chose ? Merci beaucoup. Plus vous parlerez, mieux ça sera. Parce que c'est vous qu'on attend. Oui. Et je vais dire quelque chose qui me met un peu mal à l'aise.
en sciences politiques, dans les sciences politiques classiques, on fait des catégorisations, les pays démocratiques, les pays autoritaires, les pays totalitaires. Maintenant, c'est passé. On ne fait pas de ces catégorisations parce qu'on sait qu'il n'y a rien de statique, tout est dynamique, il y a multiples facteurs et tout change. Donc, il y a plusieurs pays qui sont dans les zones grises, disons. Et le terme démocrature, ça correspond beaucoup à cette... Mais il y a des démocratures peut-être au bas niveau, mais au haut niveau. Même si on parle de la France aujourd'hui, donc moi je ne dis pas que dans l'Europe il y a une crise de migration. Ah oui, okay. Il y a une crise d'accueil. Et les grandes puissances de ce monde sont vraiment responsables de tous les malheurs de tous les pays. Absolument, que ce soit la Turquie ou le Liban. Mais la France aussi. Donc, les grandes puissances de de ce monde sont responsables avec toute la colonisation, les nouveaux types de rapports économiques. Moi, je sais bien que les Arméniens, quand ils étaient venus en France après le génocide, et la Turquie était allié de la France parce qu'il a décidé de faire partie du monde capitaliste. Et les Arméniens qui étaient ici se sont trouvés abandonnés. Même publier un livre dans les années 70 sur les génocides en France n'était pas possible. Les premiers livres sur le génocide des Arméniens publiés en fin 1970. Robert Guédiguian, un cinéaste français, il a un film, il n'a pas un livre, il a un film sur une histoire de fou. Et là, vous voyez, à Marseille, les Arméniens essayent de commémorer le génocide dans l'église, les CRS arrivent, ils les tapent. Mais ça a changé depuis, heureusement, pour les Arméniens en France. Oui, donc ils ont lutté, ils ont gagné beaucoup de choses, mais je veux dire que on n'est pas déconnecté de tous ces malheurs. En tout cas, dans les démocratures ou dans ces zones grises du monde, où la liberté est menacée, où le politique attente aux libertés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, les journalistes, en particulier, sont les victimes. D'évidence. Et là, je retrouve le thème de nos rencontres cette année aux Voix d'Orléans. Les journalistes sont parmi les premières victimes de ces démocratures, sans parler des dictatures, j'allais dire classiques, d'évidence. Et quand on a préparé l'émission, Géna Lebras, vous avez une expression qui m'a beaucoup intrigué et qui vous concerne les journalistes. Vous dites que quand on est correspondant, dans ce genre de pays, l'Égypte en l'occurrence, mais je pense que c'est la même chose pour Florence Maurice, il faut apprendre à jouer, là je vous cite, jouer avec les lignes rouges. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. Bien évidemment, je pense que déjà, c'est important de mentionner que quand on parle de journaliste, moi en l'occurrence je suis correspondante, donc je suis étrangère, et à ce titre je suis beaucoup plus protégée. Et faire la différence entre les correspondants étrangers et les journalistes locaux. Journaliste local. Donc je pense que déjà, il faut bien faire la différence sur les menaces qui visent les journalistes locaux et les journalistes étrangers. Évidemment, la difficulté en Égypte, c'est qu'il faut savoir jouer avec ces lignes rouges, mais toute la force du régime en place, et c'est le cas aussi dans d'autres pays, c'est que ces lignes rouges ne sont pas définies. Donc on ne sait jamais quand on dépasse les bornes et quand on se met réellement en danger. Et c'est toute la subtilité de ce genre de pouvoir, c'est qu'à un moment donné, on fait notre travail. Alors évidemment, il y a des lignes très claires qu'il ne faut pas dépasser. Tout ce qui touche à l'armée, aux militaires, évidemment, il faut vraiment éviter de le traiter. Tout ce qui touche également à la corruption, aux frères musulmans, voilà, tout ça on le sait, c'est des sujets extrêmement sensibles, avec des interdictions qui sont claires. Il y a des lois qui nous interdisent de traiter ces sujets. Il y a même certaines zones dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller, et notamment le Nord Sinaï qui est interdit aux journalistes depuis 2014. Donc ça, c'est vraiment des interdictions plutôt claires. Au-delà de ça, il y a plein de choses qui sont dans le flou et qu'on va avoir envie de traiter. Alors bien évidemment, toutes les interdictions qui sont claires, si on a envie de faire son métier de journaliste correctement, on ne respecte pas ces interdictions. On ne peut pas. On ne peut pas si on veut faire son travail correctement. Donc on est obligé de ces lignes rouges de les dépasser avec tous les risques que ça comporte. Encore une fois, en tant qu'étranger, et beaucoup plus quand on est égyptien, ça c'est une certitude. Et puis sur le reste, sur des choses qui peuvent sembler
qui sont bien sûr problématiques, mais qui voilà, ne sont pas inscrites dans la loi. Je vais donner un exemple tout simple, mais la question de l'homosexualité en Égypte, qui officiellement ce n'est pas interdit, ce n'est pas illégal, pourtant c'est extrêmement sensible. Et bien on se retrouve dans des situations où, quand on veut traiter de l'homosexualité avec des activistes, avec des gens qui sont concernés par ces questions-là, on se met tout de suite dans une position difficile et j'ai envie de dire, on se met en danger en tant que journaliste, mais je crois que le plus gros souci qu'on se fait en tant que journaliste, c'est de ne pas mettre en danger nos sources et les gens qui nous aident, donc de potentiels fixeurs, traducteurs, intermédiaires. C'est ça le plus gros risque, il me semble. Avec pour vous un cas particulier, Jenna, puisque vous avez distingué les journalistes locaux, les journalistes étrangers en poste sur place. Vous étiez journaliste indépendante, c'est-à-dire que aussi, quand on est journaliste indépendante, on ne dépend pas d'une rédaction en particulier, on n'est pas protégé entre guillemets par une rédaction, et donc c'est d'autant plus difficile de travailler. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle les journalistes pigistes. Oui. Évidemment, il y a une grosse précarité dans le statut de journaliste indépendant. Ça a aussi beaucoup de bons côtés. Oui. Mais évidemment, les questions de sécurité sont d'autant plus compliquées pour un journaliste indépendant, puisque voilà, on n'a pas une rédaction qui nous soutient, du moins pas autant qu'un envoyé spécial ou ce qu'on appelle un staff. Maintenant, de toute manière, en Égypte, même le statut, alors je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres pays, mais en Égypte, le statut même du journaliste indépendant n'est pas autorisé. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 5 ans en Égypte, j'étais estampillée Le Figaro. Voilà, j'étais correspondante Le Figaro. Et pourquoi Le Figaro en particulier? Parce que vous avez travaillé pour plusieurs médias? Je travaillais pour plein de médias. Voilà, Le Figaro, c'était... alors après, là, je vais parler de détails, c'est de la paperasse, mais c'est la rédaction qui voudra bien vous faire une lettre d'accréditation et qui prend une certaine responsabilité par rapport à vous. Mais après, voilà, c'est pas des engagements extraordinaires, mais voilà, c'est des questions de paperasse. Mais voilà, typiquement, en Égypte, le statut de journaliste indépendant n'est pas reconnu, il est interdit. C'est-à-dire que moi, j'étais estampillée Le Figaro par les autorités égyptiennes. S'ils se rendaient compte que je bossais à côté pour une autre radio, une télé ou un autre journal, ils avaient l'autorisation de m'expulser ou de m'enlever ma carte de presse. Donc ne serait-ce que ça. Et puis en fait, c'est vraiment une volonté de contrôle en fait sur les journalistes, parce que du coup, moi, ils regardaient beaucoup ce que je faisais dans Le Figaro. Peut-être. Alors est-ce qu'ils ont su et vu ce que j'avais fait ailleurs? Je ne sais pas. Encore une fois, il y a des zones très floues. Je ne le saurai jamais. Mais voilà. Donc c'est un statut qui est interdit et bien évidemment ça pose évidemment des questions de sécurité et de confort aussi dans le reportage. Alors il faut parler maintenant du travail de Florence Maurice, qui donc est journaliste à Radio France Internationale, RFI, qui est une des radios les plus écoutées dans ce pays, qui plus est. Donc à chaque fois que Florence fait une correspondance à Kinshasa, la correspondance est envoyée à Paris, qui diffuse la correspondance dans l'Afrique entière, et notamment en RDC, ce qui fait que quand elle écrit quelque chose, elle entend tout de suite à la radio ce qu'elle a écrit. Et qui plus est, quand elle est à Kinshasa, elle entend aussi les autres journalistes de RFI parler de l'actualité en RDC, ce qui fait qu'elle est en première ligne, en fait, puisqu'elle est aussi la représentante de RFI à Kinshasa. Est-ce que vous jouez aussi, entre guillemets, avec les lignes rouges dont parlait Jenna à l'instant? Essayer de savoir exactement toujours ce qu'on peut dire et pas dire? C'est surtout de la manière qu'on a de les dire, je pense. Évidemment, il y a des sujets tabous en RDC. Évidemment, ils sont davantage tabous pour les journalistes locaux que pour les journalistes internationaux. Je te rejoins. Même si le statut d'RFI est ambigu, voilà, on est à la fois protégé parce qu'on est un journaliste international, et en même temps on est une cible parce qu'on est un journaliste extrêmement écouté, et donc on fait peur aux autorités, ce qu'on dit peut avoir un impact. Donc c'est vraiment très ambigu. Donc voilà, les sujets tabous, c'est par exemple, il y a des journalistes l'an passé qui ont dû quitter le pays suite à des menaces parce qu'ils avaient réalisé un documentaire sur des expulsions sur des terrains revendiqués par le président Kabila, qui voulait agrandir sa propriété dans l'est de la RDC. Donc ça fait 1 an, ils ne sont toujours pas revenus. Voilà, il y a des sujets tabous, mais c'est vraiment la manière dont on en parle. C'est quand on travaille en RDC, chaque mot compte. Un papier de radio, c'est pas très long, c'est 1 minute 10. Mais on peut hésiter 15 minutes sur un mot plutôt qu'un autre. Au Congo, et surtout en ce moment, ils sont dans ce qu'on pourrait appeler un réveil souverainiste,
de ce pays, longtemps colonisé par la Belgique, et qui veut affirmer, réaffirmer et continuer à affirmer de plus en plus son indépendance vis-à-vis des ex-colonies. Donc même si la France n'a pas colonisé la Belgique, le Congo, ça retentit sur nous. Et donc il ne faut jamais donner l'impression qu'on donne des leçons. Ne jamais donner l'impression qu'on juge. En permanence, donner la parole à tout le monde. C'est vraiment une école de la rigueur. Il y a des interlocuteurs qui ne nous répondent jamais. Mais je passais une partie importante de mon temps à les solliciter, leur envoyer des appels, leur envoyer des mails, leur envoyer des messages, faire des captures d'écran des messages que je leur envoyais, pour être toujours en mesure de prouver sa bonne foi. Je faisais très attention, par exemple, à ne jamais couper le lien avec des interlocuteurs du système de sécurité, dont on sait qu'ils sont importants et dont on sait qu'ils peuvent intervenir le jour où on se fait arrêter. Si ça fait 3 semaines que j'ai pas parlé au chef de la police de Kinshasa et que j'ai mon équipe qui part le lendemain couvrir quelque chose, je sais que ça ne va pas. Je peux passer une demi-journée à tout faire pour le voir, pour établir le contact. Ça, c'est comme ça que ça se manifeste. Et ne jamais, et ne pas montrer qu'on est dans la confrontation ou l'acharnement. Et ça passe beaucoup par l'attitude en fait qu'on a avec les sources. Moi, je considère que ce qui compte, c'est ce qu'on dit à l'antenne, les informations qu'on donne. C'est-à-dire que j'ai toujours évité, par exemple, dans des conférences de presse, de jouer au Robin des Bois, d'être agressif dans des questions. Il faut vraiment en permanence être calme, faire montre de sa bonne foi, ne pas montrer qu'on est dans un rapport de force, ne pas montrer que parce qu'on est français, on considère qu'on va donner des leçons de droits de l'homme. Et ils sont extrêmement sensibles à ça. Et la manière dont on va formuler une question, ou le fait de décider de parler d'un sujet le lundi, puis le jeudi, ou plutôt que d'en parler le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Mais par contre, de donner le lundi et le jeudi des informations plus importantes, plus fouillées, extrêmement graves, et d'avoir bien pris soin entre les deux, de demander leur réaction. C'est une vigilance permanente qui permet de franchir les lignes rouges. Alors, sans compter que le régime de RDC coupe, quand ça ne lui paie pas, l'émetteur de Kinshasa, ce qui empêche les auditeurs de RFI de continuer à écouter la radio dans la capitale de la RDC. Donc il y a un chantage qui s'exerce en permanence. Oui, Florence. 10 mois quand même sur les 2 dernières années. 10 mois de coupure du signal de RFI à Kinshasa sur 2 ans. Il serait intéressant, Eman, de revenir à cet espoir qu'on a tous eu en 2011 avec ce qu'on appelait les printemps arabes. Quand on voit la situation aujourd'hui, on est un peu déçu, pour le moins, non ? À part peut-être l'exemple de la Tunisie. De la Tunisie, l'Algérie, on verra bien. C'est vrai qu'il y a une forme de déception qui est très naturelle. En particulier, quand on regarde le Yémen, la Syrie, la Libye, le niveau de violence qui a fait suite est incroyable. Mais il y a une sorte, tout d'abord, de responsabilité locale, mais également une responsabilité internationale pour avoir permis à la situation d'arriver à ce point. Le chantage à l'islamisme radical, qui a été utilisé en permanence par les différents pays de la région afin de justifier leur oppression. Et naturellement, quand on voit les résultats dans les classements de RSF, la chute du classement de plusieurs de ces pays. Mais en même temps, il y a une forme d'espoir. Il y a d'une part plus de répression, mais il y a d'autre part plus d'expression. Et c'est une sorte de paradoxe, mais un paradoxe important, parce que dans les différents pays que nous avons cités, il y a l'émergence d'un nouveau type de journalisme, un journalisme libre, un journalisme incisif, d'investigation. En Égypte, par exemple, je peux citer Madame Asr. Il y a des exemples, par exemple en Algérie, qui ont précédé ce système-là, le mouvement actuel avec Radio M. Et en Syrie, il y a une émergence d'une nouvelle classe de jeunes journalistes qui font honneur au métier. Quand je pense à Al-Jumhuriya ou bien à Enab Baladi, ce sont des titres qui ont été lancés par de jeunes gens qui ne voulaient pas rester militants sur les réseaux sociaux ou bien citoyens journalistes. Ils ont su qu'ils avaient besoin de plus de formation, de plus de rigueur, afin de vraiment dire l'histoire de ce qui se passe en Syrie.
Et ils ont développé des médias qui continuent à exister actuellement, qui gagnent les plus grands prix internationaux de la liberté de la presse. Et aujourd'hui, il y a une responsabilité collective de continuer à les soutenir parce que c'est uniquement grâce à ces journalistes locaux courageux qu'on pourra faire face à toutes les lignes rouges que mes collègues ont décrites. Alors ça, c'est un sacré signe d'espoir que vous nous donnez dans cette morosité ambiante, c'est-à-dire cette nouvelle génération qui part au combat en quelque sorte. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un combat toujours sur le terrain, étant donné qu'avoir accès au terrain en Syrie aujourd'hui est quasi impossible pour un journaliste démocrate. Et je ne parle pas d'un journaliste d'opposition, mais quelqu'un qui croit en la liberté politique, l'indépendance de la justice, l'alternance du pouvoir. C'est impossible d'être présent sur le terrain en Syrie. On a noté pendant la guerre des reportages faits par de jeunes Syriens qui ont été diffusés d'ailleurs par les grands médias occidentaux, l'AFP par exemple, absolument, sur la question, qui ont permis de voir à quel point les combats étaient violents. Mais pas uniquement sur la question des combats. Toute la crise humanitaire liée à la guerre en Syrie ou bien la crise au Yémen, la Fondation Samir Kassir s'associe à l'Union européenne chaque année pour décerner le prix Samir Kassir pour la liberté de la presse. Et quand on voit les lauréats, par exemple, du Yémen, qui parlent des questions de mariage payant, afin d'éviter à certaines personnes de rester dans des zones très dangereuses de la guerre. Donc, ce reportage-là d'investigation, ou bien les reportages sur les trafics d'organes parmi les réfugiés syriens afin de faire face à la crise humanitaire incroyable, sont des reportages faits par des journalistes locaux qui n'ont jamais fait des écoles de journalisme, mais qui, par leur passion pour le métier, par leur passion pour l'information, et également grâce au soutien qu'ils ont reçu pendant un certain nombre d'années par des grands formateurs internationaux, français, allemands, danois, néerlandais, ils ont réussi à sortir ces papiers. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que le financement pour ces programmes de soutien au journalisme indépendant sont en chute libre, parce qu'il y a eu cette préférence sur les questions de sécurité. C'est une grosse perte, c'est faire le jeu des hommes forts de la région, des autocrates de la région, que de retirer le financement à ces initiatives qui redonnent espoir. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser la question, je le fais tout de suite, pour savoir ce qu'est cette fondation Samir Kassir, qu'on comprenne bien ce qu'est votre... Rapidement, Samir Kassir était un journaliste libanais, franco-libanais, historien également, qui a écrit le livre d'anthologie sur la ville de Beyrouth, correspondant du Monde diplomatique et de Défense Monde à Beyrouth. En 2005, il a été assassiné le 2 juin par une voiture piégée, après avoir été l'une des voix les plus fortes pour l'indépendance du Liban, la souveraineté du Liban qui était sous occupation de l'armée syrienne pendant près de 30 ans, mais également le vrai combat de Samir Kassir, c'était le fait que l'indépendance du Liban ne peut être totale que lorsque nos voisins sont de vraies démocraties. Si la Syrie était démocratique, le régime s'occuperait d'abord des besoins de ses propres citoyens, plutôt que de vouloir projeter ces problèmes à l'étranger en s'ingérant dans les affaires de ses voisins. Donc on est en 2005, bien avant 2011. Donc pour lui, le combat pour la démocratie au Liban est indissociable du combat pour la démocratie partout au Proche-Orient. Ça a dérangé et le 2 juin 2005, il a été assassiné. Donc la fondation est une fondation qui porte son nom pour défendre la liberté d'expression au Proche-Orient et pour défendre le rôle de Beyrouth comme capitale culturelle, une capitale du débat d'idées dans le Proche-Orient en général. Ce qu'elle est d'ailleurs, j'espère que ça va durer encore très très longtemps. Pinar Sellek, il y a les journalistes, on a commencé à en parler, leur difficulté de travailler dans ces démocratures. D'évidence, les intellectuels aussi en général sont menacés, sont visés par ces démocratures. Et je reviens par exemple à ce qui se passe en Turquie. Vous en savez quelque chose? Ah non. Oui. Elle a lu un article hier, c'est tout. Ah oui, non, il y a quelques années. Oui, donc ce n'est pas que les journalistes sont visés dans les systèmes répressifs à toutes les formes d'expression ou de la recherche, de la réflexion, oui. Donc je vais reprendre ce que tu as dit maintenant parce que ça correspond à ce que je vais dire. La répression en Turquie n'est pas nouvelle, pardon. À partir de la construction de la République, à partir du génocide des Arméniens, mon enfance est passée de lire tous les poètes que j'ai connus, toutes les peintres que j'ai connus, tous les grands journalistes où ils ont passé de l'exil, ils ont été tués, où ils ont été emprisonnés. Dans les années 90, il y avait 4000 personnes
qui sont tués, des journalistes, des droits de l'homme, etc., des militants, qui sont tués, on ne sait pas par qui. Donc dans les années 90, avant le gouvernement actuel. Et moi, quand j'étais en prison, avant le gouvernement actuel, il y avait 45 000 prisonniers politiques. Pour des raisons pas du tout. Donc, et dans les dortoirs, la plupart étaient torturés. Donc c'est un système répressif qui dure depuis très longtemps. Mais la position de l'Europe, je ne veux pas entrer maintenant. Ils ont soutenu Erdogan au début parce qu'il était néolibéral. Et après, ils sont déçus. Maintenant, on parle de Erdogan toujours, mais c'est un système répressif qui dure depuis longtemps. Mais, donc, on ne s'habitue pas, bien évidemment, à la répression, mais on s'adapte. Et quand il y a une proverbe kurde arménienne, les deux, ils disent que l'eau coule et trouve son chemin. Donc, je vais rejoindre ce que vous dites. Quelquefois, la répression est si dure que meurtrière. Donc, l'eau ne peut pas couler. Mais, en général, si on trouve des opportunités, des petites ressources, l'eau peut couler. Et c'est la même chose pour les journalistes en Turquie. Et les universitaires et les chercheurs s'organisent. L'autonomie du journalisme est très importante. L'autonomie de tous les pouvoirs économiques, pouvoirs politiques, etc. Et l'autonomie de la recherche, les deux. Et c'est intéressant, cette autonomie se crée en dehors des universités, en dehors des grands journaux, des grandes télévisions, etc., etc. Et ils trouvent leurs ressources dans des réseaux transnationaux. Donc, il y a plusieurs acteurs qui jouent un rôle pour créer ces autonomies de l'information, et quelquefois les fondations, quelquefois des institutions, mais quelquefois des réseaux militants, des réseaux de lutte sociale. Mais c'est très juste ce que vous avez dit. Il y a plein de personnes qui disent que je ne veux pas rester seulement dans les réseaux, je vais faire le métier de la recherche, je veux faire du métier de journaliste. Mais est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui en Turquie, notamment depuis juillet 2016 et la tentative de coup d'État qui a justifié après, de la part de Recep Tayyip Erdogan, une répression conséquente, Ouais. Est-ce qu'il est encore possible pour les journalistes et les universitaires de faire leur travail tout à fait librement, au sein même de leurs institutions? On sait que les médias, beaucoup de médias ont été mis sous pression, y compris Oui. les médias privés. Il y a une propagande généralisée en Turquie, comme en Russie d'ailleurs, semble-t-il. Est-ce qu'il est possible de sortir pour vous, enfin pour les journalistes et pour les intellectuels, de ce climat très lourd? D'ailleurs, on a bien compris qu'il est impossible de parler des Arméniens et des Kurdes, par exemple. Oui. Donc, il y a des lignes rouges, comme la question de nationalisme en Turquie, c'est plus important que l'islamisme. Je peux vous dire ça. Le nationalisme et le militarisme, c'est le vrai problème de la Turquie qui dure depuis longtemps. Et bien évidemment, maintenant, l'université n'est pas un endroit de la recherche. C'est très difficile, ni de l'enseignement libre. Et c'est la même chose pour les journaux. Alors, il y a l'emprisonnement et la fermeture des journaux. Et donc, le gouvernement ferme les journaux. Ou bien, il achète les journaux. Donc, et maintenant, le gouvernement actuel et les partisans de ce gouvernement, je crois que 70% des journaux appartiennent à cette équipe. Donc, ils ont acheté. Donc, c'est impossible de travailler dans ces journaux ou dans ces médias. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à cette impossibilité, il y a ce contournement. Une très forte résistance. Et cette forte résistance continue et dure depuis longtemps. Donc, cette résistance crée ces réseaux, crée ces structures, crée ces télévisions, quelquefois en exil, mais tout le monde écoute. Ils ont des antennes. Il y a plein de personnes qui ont des antennes sur leur toit. Donc, quand vous allez dans un quartier kurde, par exemple, vous comprenez qui sont les Kurdes parce que vous voyez les antennes sur les toits. Donc, et ces télévisions, ils sont créées par des professionnels. Et donc, je crois que tant que l'eau coule, le besoin de la libre expression
créé ces structures. Et maintenant, on est dans une époque qu'on n'est pas très obligé de faire entendre notre voix par des grands médias. Par exemple, un petit exemple, la manifestation de Place Taksim en 2013. Les télévisions n'ont pas donné une petite information, mais même pas une petite. Des centaines de milliers de personnes étaient à Istanbul en train de manifester. Il parlait des pingouins, je me souviens. Il parlait des pingouins, etc., toute la journée. Et les jeunes, ils ont pris des affiches de pingouins. Nous sommes tous des pingouins, etc. Mais il disait que demain, on serait là, donc tout le monde allait là. Donc le média ne détient pas le monopole de communication. Mais moi, je croyais naïvement que l'Internet permettait de sortir de cette censure, de cette lourdeur, pour le moins. Mais je lisais hier que la justice turque avait bloqué plus de 3000 articles écrits par des journalistes turcs ou des universitaires sur des sites. C'est la justice qui est sur le Facebook ou sur le Twitter, etc. Donc, bien évidemment, 3000 articles, mais ce qu'on sait aussi, parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas comptabilisés non plus, donc peut-être il y a plus de personnes qui sont persécutées à cause de ça. Donc, bien évidemment, quand ce moyen, ce mécanisme devient un danger pour le gouvernement, donc il intervient. Mais il ne peut pas intervenir tout, parce que tu peux changer ton nom, tu peux quand même créer un autre compte, tu peux diffuser l'information. C'est moins contrôlable pour le gouvernement, ces nouvelles technologies. Et même, tu peux envoyer à une autre personne qui est à l'étranger cette information, c'est lui qui peut partager. Donc voilà, c'est une ressource assez importante. Mais par exemple, ils coupent l'Internet dans des régions, durant les élections, etc. Et les personnes en Turquie ne pouvaient pas, à un moment donné, accéder au Twitter. Donc ils ne pouvaient pas savoir où se passent les choses. Florence Maurice, je voudrais qu'on reparle un peu de Kinshasa. Est-ce que vous sentez autour de vous, c'est une prise d'une nouvelle génération de journalistes, de jeunes journalistes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui essaient un petit peu de lutter autant que faire se peut, autant s'ils ont les moyens, d'ailleurs même matériels, et qui essaient de défendre cette liberté de la presse? Oui, c'est la bonne nouvelle, et ils le font très bien. Il y a effectivement eu ces dernières années, je dirais que longtemps au Congo, il y a eu des journalistes qui n'avaient pas accès à énormément de formation professionnelle, et une presse beaucoup d'opinion aux mains d'acteurs politiques, parce qu'évidemment c'est la question du financement, et il était difficile, même pour des journalistes de grand talent, de pouvoir trouver un espace pour exercer leur métier librement. La bonne nouvelle de ces dernières années, c'est qu'il y a, grâce à Internet, il y a plusieurs sites Internet d'actualité sur le Congo, faits par des Congolais, qui se sont développés et qui sont de très bonne qualité et qui sont d'une rigueur factuelle remarquable. Qui sont extrêmement réactifs, qui sont vraiment aujourd'hui les premières sources d'information en termes de réactivité sur ce qui se passe, et qui sont, c'est vrai, encore assez peu dans l'analyse, peut-être que ça viendra, mais qui sont jamais dans le commentaire, jamais dans le jugement, qui donnent la parole à tout le monde, qui sont partout sur le terrain. Et je voudrais par exemple penser à une reporter avec qui j'ai beaucoup été sur le terrain au Congo. Il y a eu des manifestations très violentes qui se terminaient souvent très mal, régulièrement à la morgue. Et un jour, il y avait une manifestation impromptue. Toutes les marches étaient interdites. Manifestation impromptue de partisans du pouvoir en place, parce que c'était l'anniversaire de la mort du père de l'ancien président, donc Laurent-Désiré Kabila. Et c'était une foule qui nous était hostile. Globalement, moi je me suis retrouvée à un moment donné seule avec mon micro, entourée de ces partisans. Ça fait partie des moments où on se dit il faut que assez rapidement je trouve le moyen de sortir d'ici calmement. Donc on avait couvert ce qu'on avait couvert, et on s'apprêtait tous à partir. Et elle a dit non. Les manifestations sont interdites. Moi, je veux rester. Je veux savoir si oui ou non ils vont être dispersés. C'est ça, une jeune génération de journalistes qui sont la cible
qui sont la cible en permanence de la police, qu'on empêche de travailler, qu'on moleste, qu'on interpelle, à qui on fait passer des nuits au poste, et qui sont prêts à rester pour faire leur métier, pour témoigner du fait que des partisans du pouvoir pourraient, eux aussi, être victimes de l'interdiction de manifester. Géna Lebras, c'est aussi ce que vous avez vu au Caire, des journalistes qui essaient, égyptiens, s'entend, qui essaient, vaille que vaille, de faire leur travail. Oui, et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ayman en parlait, il y a un certain nombre de sites web qui ont émergé, et notamment Madame Asr, qui est aujourd'hui, je pense, le meilleur site d'information sur l'Égypte, qui est en anglais et en arabe, mais il fait partie des 400 sites web bloqués par les autorités égyptiennes depuis plus d'1 an et demi maintenant. Donc il y a évidemment une génération jeune et moins jeune, qui travaillent, qui essayent de donner de l'information, mais qui derrière ne trouvent pas les accès nécessaires pour que ces informations soient lues, soient entendues. Ça, c'est la première chose. Je crois aujourd'hui, en Égypte, mais aussi dans d'autres pays, que le journalisme et l'information est devenu une sorte de militantisme. Voilà, quand on est journaliste, ou du moins quand on a envie de propager de l'information, on prend énormément de risques. En Égypte, officiellement, Reporters sans frontières compte 37 journalistes emprisonnés, c'est 161 au rang mondial de la liberté de la presse. Le pays a perdu... il me semble que pendant Moubarak, l'Égypte était 127e, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est 161. Donc voilà, clairement, c'est une situation qui est dramatique. Les journalistes égyptiens, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui en prison. Il y a un peu plus de 60 000 prisonniers politiques en Égypte depuis 2013-2014. Un certain nombre sont journalistes, blogueurs, mais aussi, enfin, il y a tous ces journalistes, il y a ces blogueurs, il y a des gens qui veulent faire de l'information, mais au-delà de ça, le pouvoir en place n'autorise aucun moyen d'expression, et même les Égyptiens ont beaucoup d'humour. Le sarcasme, c'est un truc qui est très très égyptien et qui fonctionne très bien et qui permet aussi de faire passer un certain nombre d'informations au public. Et même ça, en fait, c'est très fortement réprimé. Il y a aussi toute une jeune génération qui a voulu passer par ce biais-là, qui a été obligée de s'exiler ou qui est aujourd'hui en prison. Globalement, quand ils sont en prison avec 2 chefs d'accusation principaux, très souvent c'est appartenance à un groupe terroriste et diffusion d'informations mensongères. Donc voilà, c'est quand même très très compliqué. Bien évidemment, il y a des gens qui sont clairement dans le militantisme pour l'information, mais c'est quand même très compliqué. Est-ce qu'il vous est arrivé, Florence Maurice, et après je vous donnerai la parole, Eman, d'avoir très clairement des pressions politiques de la part du régime? On parlait tout à l'heure des lignes rouges autour desquelles vous êtes obligé de travailler, mais est-ce qu'il y a parfois des pressions? En fait, on vous dit ne parlez pas d'un sujet, ne parlez pas de ça. Oui. C'est-à-dire que vous recevez un coup de téléphone d'un officiel du régime qui vous dit... j'ai été arrêtée déjà. Ouais. Voilà. Mais j'ai été arrêtée parce que ce que j'allais voir ce jour-là, on ne souhaitait pas que je le voie. Voilà, j'ai été arrêtée devant une morgue parce que j'étais accompagnée d'une famille qui souhaitait avoir accès au corps, et que pendant cette période-là, les morgues étaient gardées par la police militaire, puisque lorsque l'armée et la police tuaient des gens dans les manifestations, ils dérobaient les corps pour que, y compris les Nations Unies, ne puissent pas les compter. Donc voilà, j'étais à l'extérieur d'une morgue, dans une rue, à Kinshasa. Je n'étais pas dans l'hôpital, j'étais accréditée. Et j'ai passé 7 heures dans un camp militaire pour ne pas être en mesure de couvrir cette information. Donc ça, je considère que c'est une pression. pour le moins, oui. Voilà, j'avais des pressions quotidiennes, en fait. Dans tous mes échanges, il m'était toujours rappelé que j'étais là en sursis. Mais on le sait quand on parle. Je veux dire, RFI a une longue histoire avec la RDC. On en est déjà à notre 3e expulsion en 10 ans, de longs mois de coupure. On nous signifie en permanence qu'on peut être renvoyé chez nous, que le signal de RFI peut être coupé. Et c'est vraiment, encore une fois, une grande partie de mon travail, je considère, consistait à arriver à ne pas prendre toutes ces pressions de manière frontale, ne jamais répondre
en réalité, faire un peu comme si ça ne m'était pas véritablement adressé, essayer d'arrondir les angles, mais tout le monde, en façade, hein, tout le monde savait très bien de quoi on parlait. Il m'est arrivé, j'ai failli me faire virer d'un sommet international à Luanda, parce que le ministre des Affaires étrangères congolais, hein, qui faisait partie des ministres invités, à qui je suis allée dire bonjour, a littéralement perdu ses nerfs devant 6 ministres des Affaires étrangères de la région, parce que le matin, à l'antenne, j'avais employé le mot « bouder » pour dire que le président Kabila, qui boudait, donc, parce que c'est la réalité, tous les sommets internationaux depuis 1 an et demi, il s'est mis dans tous ses états, me menaçant de couper la radio, me menaçant de rentrer, parce que j'avais employé le mot « bouder » qui ne lui convenait pas. Émar, est-ce qu'on peut parler aussi de la formation de ces journalistes, puisque c'est aussi un domaine qui vous intéresse, pour faire face à ces pressions, ces menaces, cette vie pour le moins Oui, absolument, difficile. parce que cette question de formation, c'est vraiment l'outil ou bien le message que j'aimerais porter en termes de solutions à envisager. Et je ne parle pas là de formation à la qualité du journalisme, comment faire une interview ou bien comment faire une enquête. Je pense qu'on a déjà eu assez de formation. Mais c'est à 3 niveaux. Tout d'abord, la formation au niveau de la sécurité. Et quand on parle de la sécurité, ce n'est pas uniquement la sécurité physique des journalistes, mais c'est également leur sécurité numérique et leur sécurité psychosociale. Et il y a des initiatives actuellement partout dans le monde pour équiper les journalistes indépendants, pigistes, mais également les journalistes locaux, des meilleurs moyens de se protéger autant que possible face aux risques sécuritaires liés aux manifestations, mais également aux enlèvements, à toute forme de danger auquel ils peuvent faire face. Il faut investir davantage dans ces formations. La deuxième voie à suivre au niveau des formations est liée au modèle économique. Même si on n'en a pas parlé directement, dans chacune de nos interventions, on voyait à quel point le contrôle de la part du gouvernement ou bien d'hommes d'affaires proches du gouvernement sur les médias noyauter l'espace de la libre parole. Et ça nous concerne en France aussi. Hein. Et c'est un problème mondial, bien sûr. Avec RSF, nous avons travaillé sur le Media Ownership Monitor. C'est un programme de veille international sur qui possède les médias, qui a été dans la région fait au Liban, en Turquie, en Égypte, en Tunisie, au Maroc. Non, pas ce programme-là avec RSF, mais bon. Cette idée-là d'aider le journalisme émergent à trouver les meilleurs modèles économiques pour se pérenniser et pour assurer son indépendance financière est très important. Et troisièmement, c'est une formation qui nous manque à tous, c'est la formation à la terminologie nécessaire pour pouvoir négocier et établir un rapport de force avec les géants du net. Ils sont très souvent... ils vont accepter, Facebook, Google, Twitter, d'enlever des messages ou bien d'enlever des pages suite à la demande de certains gouvernements, saoudiens, israéliens, etc. Et très souvent, des pays comme la Russie, comme l'Iran, utilisent de manière très difficile, très complexe les algorithmes qui existent sur les réseaux sociaux afin de promouvoir des informations qui servent leurs intérêts. Malheureusement, du côté des démocrates, dans les pays démocratiques, mais également les démocrates des pays en développement, on n'a pas encore les connaissances nécessaires pour comprendre le fonctionnement des algorithmes de l'information sur les réseaux sociaux. Et un grand investissement dans la formation dans ce sens-là peut être salutaire. Pinar, vous avez écouté ça avec attention. Vous continuez, vous, à travailler sur les Kurdes, par exemple ? Malgré toutes ces tortures, malgré toutes ces pressions, malgré tous les procès qui vous sont faits ? Alors, moi, je n'ai pas travaillé uniquement sur les Kurdes. Ce n'est pas ma spécialité de travailler sur les Kurdes. Je parlais d'eux en particulier. Moi, je travaille sur les mobilisations, sur les mouvements sociaux et surtout sur le nationalisme. Sur les sujets qui fâchent, quoi. Sur le nationalisme, sur le militarisme, etc. Donc, je continue à travailler. Je dis toujours dans mes reportages, j'aime les lignes rouges. J'aime les couleurs rouge et noir, les deux. Et quand je commence Pantalon rouge, pull rouge. Oui, oui. Non, mais noir et rouge, c'est bien.
Et quand je sens que j'affranchis les lignes rouges, je vois que je suis dans le bon chemin. Et j'essaie de couler comme une eau qui continue. Mais le problème, c'est que moi, j'essaie de ne pas être déterminée par le système. C'est-à-dire de ne pas être aigre et ce système m'a fait ça, donc je vais seulement me focaliser sur un sujet. Donc je vais toujours aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. C'est-à-dire quoi? Trouver toujours les liens qui ne sont pas très visibles, parce que si tout était visible, on n'aurait pas besoin des chercheurs, des journalistes. Donc il faut aller plus loin pour voir ce qui n'est pas visible. Donc par exemple, si je suis ici, les liens de ces rapports de domination entre ici et de ces pays-là. Donc j'essaie d'aller plus loin pour comprendre les causes sociales, politiques, économiques de tous ces malheurs du monde. Et ça me fait quelquefois des difficultés, même en France, parce qu'on me dit, tu es réfugié maintenant, on t'a accueilli d'un côté, toi, tu peux parler de la Turquie, mais il ne faut pas beaucoup exagérer de parler des problèmes de la France. Je m'en fous. Voilà. On va parler de tout. Il va de soi que vous ne pouvez plus retourner en Turquie, j'imagine? Non, j'ai un procès qui continue. Donc maintenant, c'est la Cour suprême qui va décider. Autrement dit, le pouvoir, non? Comme c'est 20 ans, depuis 20 ans, 4 fois la cassation a cassé mon acquittement. Donc maintenant, on attend les décisions depuis 4 ans. De la Cour suprême, ils peuvent décider aujourd'hui, ils peuvent décider demain. Donc je ne peux pas aller en Turquie parce qu'ils peuvent décider le jour où je vais. Mais comme on a dit que c'est des zones grises, en Turquie, tous mes livres sont publiés. Vous allez dans une librairie, vous trouvez mes 12 livres. Je viens de sortir un roman en Turquie maintenant. Donc mes livres peuvent vendre là-bas. Je suis dans les journaux. J'écris des rubriques, mais... Ça peut paraître paradoxal. Ça vous paraît paradoxal parce que c'est un pays, comme vous avez dit, où on peut faire les élections. Par exemple, il y a le leader d'un parti kurde en prison. Lui, ses livres sont dans les librairies. Donc, quelquefois, ils font attention à ne pas toucher aux livres parce qu'ils pensent qu'il va devenir plus populaire. Il y aurait plus de soutien européen, etc. Il y aurait des prix, etc. Donc, ils essaient de criminaliser la personne plutôt et de ne pas, semblant de ne pas voir les livres, etc. Donc, on trouve toujours dans cette démocrature des moyens pour continuer à s'exprimer. À propos de livres, vous les écrivez en français aussi? C'est complexe. Moi, j'aime bien danser. J'adore danser. Oui. Et j'aime bien danser entre les champs, entre les terrains. Et donc, j'écris des articles scientifiques, politiques, etc. en français. J'écris dans un journal de santé, Rebelle Santé, j'écris en français. Mais je suis autrice, et j'écris en turc. La littérature, je ne peux pas écrire en français. Parce que j'ai grandi dans la langue turque et j'aime cette langue. Je ne veux pas quitter parce que j'ai quitté ce territoire, j'ai quitté la Turquie, mais je n'ai pas quitté vraiment la population, je n'ai pas quitté la culture. J'ai eu un problème avec l'État, mais je n'ai pas le problème avec la culture, donc je veux garder ça. Ça me pose des problèmes parce qu'il faut le faire traduire, ça coûte cher aux éditeurs, tout ça. Mais moi, j'écris en turc. Et la littérature, et voilà. Donc on ne peut pas vous lire en français aujourd'hui? Si, ils sont traduits Avec ici. du turc, Même il y a des versions poche en France. Non. Et ils sont traduits. Mon dernier roman, c'est en cours, mais les autres sont traduits. Mes essais, mes livres, même mes contes sont traduits. Donc nous sommes priés de lire vos œuvres en français. Vous êtes obligés. Non, je rigole. Et à propos d'œuvres, j'ai oublié de dire que Florence Maurice a participé aussi à un travail qui est formidable, qui s'appelle Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée. C'est un travail qui a la particularité d'être accessible à tous. Oui, Guinée, histoire des violences politiques, c'est en ligne. Qui est un autre pays que vous connaissez bien. Voilà, c'est en ligne, en PDF. C'est un livre qu'RFI a réalisé avec des chercheurs et des
des militants des droits de l'homme, de la FIDH. Voilà, en quelques mots, de se demander pourquoi il y avait cette répétition d'épisodes de violences politiques en Guinée. Peut-être parce que l'histoire des violences politiques n'a pas été écrite, c'est encore très mal connu, et il y a une chape de plomb sur cette mémoire-là. Et donc voilà, on a voulu contribuer à ouvrir cette mémoire. Et vous avez participé aussi à la fabrication, entre guillemets, d'un livre qui s'intitule, le titre est un peu long, précis à l'usage des journalistes qui veulent écrire sur les Noirs, les musulmans, les Asiatiques, les Roms, les homos, la banlieue, les Juifs et les femmes. C'est publié aux éditions Cavalier Bleu en 2013, hein, qui est un livre aussi très, très utile. Géna, je crois que vous allez quitter l'Égypte pour aller vivre d'autres aventures, entre guillemets. En Afrique de l'Ouest, oui. En Afrique de l'Ouest. Et Marc, vous allez continuer à suivre toutes ces questions. Alors, je vous propose maintenant de répondre à vos questions sur ce qui a été dit. Je pense que les propos qui ont été tenus par nos invités étaient très intéressants et peut-être sujet aussi à questions. Donc, qui commence? C'est toujours le premier ou la première qui est la plus difficile. Première question. Là-bas. Oui, quelqu'un s'est dévoué. Bonjour, merci pour ce débat excellent. Justement, vous l'avez légèrement abordé, mais j'avais une question sur la formation des journalistes pour gérer ces émotions. Quand on voit le mot bouder, ce que ça a provoqué, et si vous recevez des formations justement pour ne pas juger, pour décrire, parce qu'au niveau de la gestion, c'est difficile quand on vient d'un pays où l'expression est libre, comme nous. Est-ce qu'on reçoit des formations? On reçoit des formations... Alors avant ça, j'ai vécu 3 années également en Égypte. Donc je pense que c'est aussi le parcours, en fait, hein, et voilà, l'habitude qui forme. Il y a 10 ans, je ne serais pas restée calme dans ce genre de situation, je le dis franchement. J'aurais eu à cœur de montrer qu'il n'avait pas à marcher sur les pieds comme ça. Et en fait, là, ça n'avait aucun intérêt. Bien sûr, il faut le signifier, mais il faut le signifier calmement. Et j'ai essayé d'obtenir un rendez-vous. Je me suis dit, OK, là, on a un vrai problème. Il est ministre des Affaires étrangères. Il faut que je puisse discuter avec lui calmement. Et il va crier pendant un quart d'heure. Il va recommencer dans son bureau. Mais il faut qu'à la fin du rendez-vous, on ait pu se parler et apaiser la discussion. Et ça, je pense que c'est à force de vivre des expériences comme ça qu'on finit par conclure que s'énerver, c'est très contre-productif. Et qu'encore une fois, vraiment, ça me guide. Donc, je le répète, ce qui compte, c'est ce qu'on dit à l'antenne. Voilà, c'est ce qui parvient à nos auditeurs. Et donc, on reçoit des formations, non, pas de gestion des émotions, on reçoit des formations de sécurité qui sont utiles parce qu'il y a des mises en situation qui nous permettent d'être confrontés à des situations difficiles et donc d'apprendre à nous connaître, à savoir comment nous, on réagit, même si je pense qu'en fait, chaque situation est différente. Voilà. Il y a également certains programmes qui se passent a posteriori. Il y a par exemple aux États-Unis le Carey Institute, et il y a d'autres exemples dans ce sens-là, pour des journalistes qui ont vécu plusieurs expériences presque traumatiques ou bien qui ont vécu le stress pendant de nombreuses années de couvrir soit des conflits, soit des épisodes très difficiles, qui peuvent y aller pendant 3 mois ou 4 mois pour une période de soi-disant repos, mais également pour se retrouver, pour retravailler à froid sur les différents documents, reportages qu'ils ont faits et repartir de plein pied, mais après avoir récupéré. Et ne pas reconnaître ce besoin des journalistes que les journalistes ont pour récupérer, pour pouvoir repartir, c'est finalement ne pas les mettre en situation de sécurité nécessaire pour bien continuer leur travail. Une autre question, je crois qu'il y avait 2 bras qui s'étaient levés, proches de nous. Alors bonjour et merci pour vos interventions très enrichissantes. J'ai une question pour Florence concernant la situation, enfin 2 questions concernant la situation en RDC. Donc la première, ça concerne plus le manque d'information générale qu'on a depuis 20 ans suite à un conflit du côté du Kivu qui a fait des millions de morts. Je voulais savoir quelle était la situation plus particulièrement dans l'est du Congo-Kinshasa. Et la deuxième, c'est au niveau de l'information, en fait, nous on reçoit quasiment rien sur ce qui s'est passé suite aux élections. Et j'aimerais savoir si vous pouvez au moins nous éclaircir et nous faire un point très rapide sur la situation dans ce pays. 2 vastes questions. N'est-ce pas? Il faut écouter RFI.
Non, je rigole. Non. Bon, enfin, très rapidement sur l'Est, comment ça évolue, qu'est-ce qu'on peut dire de notable? C'est toujours très instable. Il y a une multiplication des foyers de conflit et une complexification de la situation, parce qu'on avait autrefois, j'en sais rien, je vais peut-être dire 10, 20 groupes armés identifiés, dont on savait à peu près qui ils étaient, pour le compte de qui ils agissaient, même s'ils étaient très incontrôlables, puisque ça implique les pays de la région avec des frontières extrêmement poreuses. Aujourd'hui, on en est à des centaines, avec des petits groupuscules qu'on appelle communément Mai-Mais, ce qui en fait ne veut plus dire grand-chose. On a une menace notamment dans la zone de Beni, qui sont les ADF, pareil, qui sont présents depuis de très nombreuses années et dont on sait très peu de choses. Et quand je dis on, c'est moi, mais je veux dire même voilà, des gens qui travaillent pour les Nations Unies dans cette zone-là, dont c'est le travail à temps plein d'arriver à savoir qui sont ces gens, ce qu'ils veulent réellement, qui les finance, qui les arme. On a très peu d'informations, une compréhension très mauvaise de la réalité de ce qui se passe, ce qui est évidemment un problème puisque ça empêche d'en rendre compte précisément et puis et bien sûr de résoudre les problèmes. Pour revenir à l'élection, ce qui s'est passé, alors très rapidement, voilà, c'est les résultats de la présidentielle ont été contestés. Le nouveau président s'appelle Félix Tshisekedi. C'est le fils d'un opposant historique qui s'appelait Étienne Tshisekedi. Ces résultats sont contestés. Pourquoi ? Ce que disent les Congolais, c'est l'alternance, puisque l'ancien président ne s'est pas, sous une très forte pression, ne s'est pas représenté, et c'est un président de l'opposition qui est aujourd'hui à la tête du pays, mais selon toute vraisemblance, il n'a pas gagné l'élection. Un autre candidat d'opposition revendique la victoire avec 60% des voix, et il s'appuie sur une fuite de la commission électorale, selon laquelle effectivement il aurait fait 60% des voix, et il s'appuie aussi sur un décompte concordant fourni par la Conférence des évêques du Congo, l'Église catholique, qui avait déployé plus de 40 000 observateurs dans tout le Congo et qui s'est organisée pour faire une remontée des résultats et qui arrive à la même chose. Donc on a eu dans un premier temps des pays, y compris africains d'ailleurs, même le président rwandais, ce qui a surpris beaucoup de gens qui ont fait des mouvements pour se battre, pour réclamer la vérité des urnes et soutenir l'opposant perdant, Martin Fayulu. Et puis tout ce monde-là s'est rangé. Pour une raison principale, que cette élection s'est faite sans bain de sang. Voilà. Il y a 8 mois encore, il était inenvisageable pour énormément d'acteurs que le président Kabila ne se représente pas. Ça a été une première étape. Il était ensuite assez inimaginable, il y a encore 4 mois, que le président qui serait déclaré vainqueur ne soit pas son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari, et que ce soit donc un opposant. Et il était encore plus inimaginable pour tout le monde que tout ça ne se terminerait pas en bain de sang. Et donc ces 3 facteurs ont fait que les gens veulent croire aujourd'hui que ce nouveau président va pouvoir effectivement amener un changement dans le pays, ce qui semble compliqué. On va voir comment ça se passe, dans la mesure où dans le nouveau dispositif, l'ancien président conserve les 2 assemblées où il est largement majoritaire, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, et donc le Premier ministre. Et pour le dire très rapidement, avec ces 2 assemblées, il a la possibilité de destituer le président. Voilà. Merci Florence pour ces réponses à des questions complexes. Une autre question se profile. Je le sens, je le vois. Je profite pour vous dire que les livres dont je parlais tout à l'heure sont en grande partie disponibles en bas, là, au pied de l'escalier, et que, Pinard, vous allez en dédicacer quelques-uns, il me semblerait, dans... Si vous serez gentil avec moi. Voilà. Après cette table ronde en bas, donc si vous voulez connaître les œuvres de Pinard, c'est le moment, et vous pourrez avoir en plus une dédicace, ce qui vaut de l'or. Monsieur, je voudrais avoir des informations sur les élections municipales en Turquie qui se sont déroulées
notamment pour Ankara et Istanbul. Et qui sont un désaveu pour... Et je vous propose de Monsieur prendre Erdogan. quelques questions, non? On a assez de temps? Une Comme par vous une, voulez. non, D'accord, très bien. d'accord. Et alors, dans la presse, vous avez vu un peu que le gouvernement actuel, il a un peu perdu, disons. Mais quand même, il a 40% de vote. Donc, c'est pas une gloire pour les oppositions. Mais il y a un autre problème parce que là, maintenant Istanbul on ne sait pas parce qu'il y a il continue à se battre. On le saura aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais il a perdu la capitale et donc Ankara. Dont il était maire, il faut le rappeler. Dont il a été maire, Erdogan. Non, il était maire à d'Istanbul, Istanbul, oui. oui. Mais le problème, c'est que le parti social-démocrate, disons, qui est à l'opposition, qui n'est pas vraiment démocrate, il est plutôt républicain, progressiste par rapport à Erdogan, mais nationaliste aussi, ils ont fait une coalition avec l'extrême droite contre Erdogan. Donc, l'extrême droite était divisée en deux. Une partie, il faisait la coalition avec Erdogan, l'autre, il est resté, mais extrême droite, comme tous les extrêmes droites, très très dangereux et criminels. Ils ont été très criminels par rapport dans l'histoire prochaine. Donc le parti dans l'opposition a fait une coalition contre Erdogan. Mais comme l'Europe voit que Erdogan, j'ai vu dans le monde diplomatique, la leader une femme, la leader d'une des partis extrême droite, mais c'est une assassine. Elle parlait des Kurdes, il faut les tuer, etc., etc. Donc, on les montre comme une modèle alternative contre l'Erdogan parce qu'elle a les cheveux ouverts, elle est moderne, etc., etc. Donc, à mon avis, il n'y a rien de génial parce que, par exemple, le leader du parti kurde légal, il est en prison, plein de députés sont en prison, il y a beaucoup de candidats qui sont en prison. Donc la gauche ou les progressistes ou toutes les minorités qui peuvent créer des coalitions qui peuvent devenir une opposition importante, ils ne peuvent pas vraiment se présenter beaucoup. Ils ont gagné des petites villes, mais pas plus que ça. Donc, ces élections ne m'ont pas beaucoup enthousiasmé. Voilà. La lutte continue. Une autre question? Oui, monsieur. Merci. Moi, ma question s'adresse plutôt à Ayman Mahanna. En termes de liberté de la presse dans les pays de la région, donc Proche et Moyen-Orient, est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer, en tout cas est-ce que c'est palpable en termes de régression de la liberté de la presse qui est déjà pas folle, les atteintes qu'on peut percevoir dans d'autres pays dits démocratiques, je pense aux États-Unis, je pense aussi à la France, à l'Italie. Est-ce que le fait que dans ces pays-là on s'attaque à la liberté de la presse a des répercussions justement dans votre région? Absolument. Le nombre de fois où les passages, par exemple les déclarations du président américain Donald Trump concernant les médias comme l'ennemi du peuple sont repris par des groupes sur Facebook partisans des régimes en place sont innombrables. De même, les différentes lois liées à la lutte contre le terrorisme qui prétendent s'inspirer de certaines lois occidentales dans ce sens-là, elles sont utilisées et c'est toujours l'explication la plus facile, la lutte contre le terrorisme ou bien l'appartenance au groupe terroriste. Quand, au sein même de l'Union européenne, ces 2 dernières années, 3 journalistes d'investigation se font assassiner à Malte, en Slovaquie, en Bulgarie, ça crée un climat complètement délétère pour la liberté de la presse partout dans le monde. Le fait que l'indépendance de la justice, l'indépendance des instances de régulation de la presse dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne se font attaquer par les gouvernements, ça enlève plein d'arguments que nous avons au sein de la société civile, au sein des groupes qui militent pour la liberté d'expression et la démocratie dans nos pays, parce que l'idée d'utiliser l'Union européenne, les États-Unis un peu comme modèle, pas vraiment parce que tout va bien ici, bien sûr que non, mais au moins qu'il y a certaines règles liées
à l'état de droit, à l'indépendance de la justice, qui sont nécessaires pour la liberté de la presse, nous nous retrouvons en difficulté. Donc c'est un climat mondial négatif pour la liberté de la presse, et dans nos pays, l'impact est beaucoup plus fort. Florence, bien sûr. Florence Maurice. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Non seulement les attaques sur la liberté de la presse, mais également ce qui se passe par exemple avec des mouvements comme les Gilets jaunes. Je ne sais pas si on imagine l'impact que ça peut avoir, que ça a dans des pays étrangers. Oui. Lorsque moi je vais voir un ministre des droits humains congolais pour lui demander pourquoi tel militant politique est dans les cachots de l'ANR depuis 3 semaines, il me dit « mais vous avez vu ce qui se passe chez vous ?» Il me dit, mais il y a davantage d'arrestations arbitraires dans les manifestations de Gilets jaunes que dans la dernière manifestation à Kinshasa. Et si on se souvient, j'en parlais avant, qu'on on peut être perçu comme un média néocolonial, donneur de leçons, mais qui sont ces Français qui viennent nous demander des comptes, ils nous placent en difficulté. Et cette ministre dont je parle, à la dernière réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève, a plaint les autorités françaises pour la difficulté qu'elles comprenaient, elles compatissaient pour leur difficulté à combiner respect des droits de l'homme et exercice des libertés publiques, je ne sais plus ce qu'elle a. Et ça nous fait énormément de tort aussi à nous journalistes. Le ministre syrien des Affaires étrangères a demandé à la France de montrer de la retenue dans la gestion des manifestations. C'est bien sûr cynique, mais ça montre un tout petit peu le climat la contamination qui peut avoir lieu. Donc en France aussi, le journalisme, c'est un métier très important pour montrer qu'ils ne sont pas peut-être très, très visibles dans les médias. Pas RFI, parce que RFI, c'est plutôt international. Mais par exemple, vous ne pouvez pas lire dans Figaro tout ce qui se passe maintenant en France par rapport aux violations de droits humains, etc. Voilà. Une autre question, une autre remarque. Oui, monsieur, tout au fond de la salle. Oui, bonjour. C'est une question pour Madame Pinar-Sellek. Elle disait que le pouvoir d'Erdogan, le pouvoir en place, permettait, par exemple, à ce que vos livres soient distribués et soient vendus à Istanbul, à Ankara, etc. Alors, je suppose que vous avez dit que vous écrivez essentiellement en turc et vous n'utilisez pas une autre langue. Alors moi, je voudrais faire un peu la comparaison avec un pays qui est aussi une démocrature, c'est l'Algérie, où par exemple, si on voit depuis 1989, après les grandes manifestations d'octobre 88, où il y a eu une ouverture de l'espace audiovisuel, je ne parle pas des télévisions, des médias lourds. Je parle par exemple des journaux. Il y a eu énormément de journaux qui se sont créés. Ces journaux sont très critiques à l'égard du pouvoir en place. Sont très critiques, mais la plupart de ces journaux sont des journaux francophones. L'Algérie était le deuxième pays francophone dans le monde. Maintenant, le français a régressé depuis quelques années, mais il reste encore un électorat. Mais le pouvoir joue sur ça et considère que le fait d'écrire en français, ça réduit l'impact de ce que disent à la fois les journalistes, mais aussi certains romanciers, puisqu'il y a énormément de romans critiques qui sont publiés et qui sont diffusés en Algérie. Mais ils jouent sur ça, en plus du fait que souvent certains États considèrent qu'il faut laisser une petite soupape de sécurité à la population, que la population, à travers des médias, peut être assez critique, mais pas suffisamment critique pour remettre en cause le fondement même du système. Ce qui se passe actuellement en Algérie depuis le 22 février est important parce que c'est une remise en cause du système ancien. Je ne parle pas de l'aspect corruption, etc., mais aussi de l'aspect démocratique, d'ouverture des médias, etc. Et c'est ce qui s'est passé dans les médias lourds,
où les journalistes ont fait grève parce qu'ils considéraient que la couverture des événements n'était pas à la hauteur de l'importance et de l'ampleur de ces événements. Alors je voudrais savoir si, par exemple, vous écriviez dans une autre langue, est-ce qu'on vous aurait laissé le soin de diffuser vos livres, qui sont des livres relativement critiques, non, pas relativement, mais critiques à l'égard du pouvoir d'Erdogan. Merci. Moi, j'écris aussi en français. Quand je vous ai dit tout à l'heure que j'écris mes articles politiques en français, mais la littérature en turc. Donc, je joue dans 2 langues. Mais pour des raisons vraiment de l'expression. Je ne connais pas, hier soir je vous disais, je ne connais pas les noms des oiseaux, les noms des arbres en français, donc je ne peux pas vraiment écrire la littérature en français. Donc c'était pour cela. Mais il y a plein d'autres écrivains. Par exemple, Elif Shafak, elle a une position, disons, critique en général. Elle écrit en anglais. Et c'est traduit. Donc, elle n'écrit pas en turc. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont en exil ou qui sont à l'étranger pour plusieurs raisons. Mais en général, l'État turc a une politique, mais pas seulement le régime d'Erdogan. Je parle de l'État turc, parce qu'on aime bien parler de Erdogan en France, mais le régime d'Erdogan, il n'est pas top, mais c'est un régime qui continue depuis longtemps. Et en général, il ne te met pas en prison, mais c'est une tradition directement. Quelquefois, il touche au livre, quelquefois, mais c'est très rare. Mais il ferme un journal, pas par rapport aux écrits. Il dit que vous collaborez avec les terroristes. On a vu le correspondance téléphonique, ou par exemple, les universitaires maintenant, elles sont beaucoup condamnés dans des peines en sursis, et on ne les accuse pas par rapport à leurs recherches et par rapport à leurs livres, etc., parce qu'elles ont fait une pétition pour la paix, et elles les accusent à cause de leurs actions. Donc, les universitaires, les journalistes, les écrivains, les artistes, on ne parle pas de leur œuvre, de leur écrit, même s'il écrit en turc, en arabe, en français, traduit ou non. En général, c'est une tradition de leur accuser, de leur criminaliser à partir de l'accusation du terrorisme. Ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis très longtemps. Le grand poète turc Nazım Hikmet, il est resté 12 ans en prison dans les années 50, et lui, il était arrêté, emprisonné parce qu'on disait qu'il était communiste. Donc c'était pas à cause de ses poèmes directement qu'il était en prison. Voilà. Merci Pinar Salek. Y a-t-il une autre question? Une autre remarque? Non? Bien écoutez. Une remarque, c'est bien. Une remarque, oui. Bon, ben, puisqu'il n'y a plus de questions, plus de remarques, on va conclure cette table ronde. Je vous remercie d'y avoir participé. J'espère que les témoignages de nos invités vous ont plu. Et on peut les applaudir, effectivement.